Maxime Nicole est toujours à vos côtés ou pas? Oui, un peu plus discret ces derniers temps, mais... Vous partagez ses idées lorsqu'il parle de Strasbourg ou lorsqu'il dit, moi, à l'attentat, j'y crois pas trop parce que ce que j'ai pas vu, j'y crois pas? On va pas rentrer dans ce débat de complotisme, etc. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Bon, moi, je suis pas pour le complotisme. Hein. Non, mais ma question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec Maxime Nicole ou pas? Quand il met en doute le complotisme? Non, du tout. Non, on ne peut pas le suivre là-dessus. C'est terrible pour les victimes et les familles des victimes. Mais ça fait partie de la société. Enfin, le confusionnisme, il y en a énormément. En fait. C'est pas une raison pour que. C'est pas parce qu'il y a une connerie qui est dite qu'on doit l'accepter aussi. On peut la dénoncer. On n'est pas pour accepter, on est aussi pour essayer de comprendre que. Il y a eu un attentat à Strasbourg ou pas? Non mais Anas, il y a eu un attentat à Strasbourg ou pas? Mais moi, je suis en totale opposition avec Fly Rider. Alors voilà, essayez pas de nuancer alors. Mais je nuance rien du tout. Je parle de la question du confusionnisme, d'accord? On s'en fout. Madame dit. Laisse les gens qui fait Dieudonné être contre les migrants, être pour le Parti socialiste, être pour ceci, être pour cela. Parce que c'est ça le confusionnisme. On pose une question à madame. Madame a le courage de dire qu'elle n'est pas d'accord avec les propos tenus par son collègue. Et puis de nous parler de confusionnisme. Mais les gens sont confus. Il y a eu des morts. Il y a des familles en deuil. Tu viens nous emmerder avec le confusionnisme. David, tu ramènes le sujet sur rien du tout. Ça leur fait peut-être plaisir le bordel en France aux terroristes. Moi je sais pas. Enfin terrorisme. Encore faudrait-il savoir d'où ça vient le terrorisme. Quand on sait que la plupart ont été financés par des grands pays. Moi je le connaissais assez... Enfin il était super gentil. C'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes ou... Quelqu'un super gentil et discret surtout, ouais. Ça avait pas l'air d'être quelqu'un de borné ou qui sait rien à la vie. Ça a l'air d'être quelqu'un de cultivé. Il était super gentil. En tout cas, il avait, si vous pouvez appeler ça comme ça, le profil. C'est-à-dire qu'il avait des discours assez appuyés concernant certains points sur la religion. Et il était assez sévère avec ça, il rigolait pas. Fallait pas le décevoir. Par exemple, la barbe. La barbe. Fallait pas le décevoir avec la barbe. T'es connu comme le grand frère à peu près. C'est toujours celui qui allait apporter quelques bons conseils ou pour faire une petite leçon de morale. Voilà. Ouais, c'était comme ça qu'il était connu. Je suis vraiment passé à la télé. Mais je le connais même pas, le gars. Je sais même pas c'est qui. Voilà, je le connais même pas. D'un peu étrange dans toute cette affaire-là. Les gendarmes vont l'arrêter le matin chez lui. Hier matin. Pourquoi des gendarmes? Parce que l'infraction commise était en zone gendarmerie. Donc, ok, normalement, les gendarmes, la section de recherche ou quoi, va l'arrêter. Avec les gendarmes qui vont l'arrêter le matin, il y a 2 policiers de la DGSI. Je ne comprends pas pourquoi, après ça, le secrétaire d'État vient dire on n'est pas sûr que ce soit un islamiste. Enfin, la DGSI ne se déplace pas pour les voleurs de poules. Donc, premier point d'étonnement. Deuxièmement, une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier, on trouve des éléments incriminants. La grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, les gendarmes font leur boulot. Il y a une fiche d'individus dangereux évadés. La fiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie. Shekhar disparaît. Retour quelques heures après, à 19h30, le pont du Corbeau, qui est un des 2 grands ponts d'accès au centre de la ville de Strasbourg. Il y a une vidéosurveillance sur ce pont. Il traverse le pont, et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui, il y a un barrage. Le barrage en question, il est composé de policiers qui vérifient les identités. À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur, sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question, danger. Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville? Mais comment avez-vous eu toutes ces informations? Mais par les policiers et des gendarmes de Strasbourg. Si ce que vous dites est vrai, c'est assez grave. Ça y est, c'est sorti? Non, c'est pas sorti. Non, ce sont des informations que nous annonce effectivement. Mais c'est très glaçant d'apprendre tout cela.
si vous voulez, l'attentat de Strasbourg, la réédition de Terror y répond, puisqu'elle c'était prévu. Les commentaires sur l'expérience radicale des temps derniers étaient revenus longuement sur cette période-là, en expliquant que nous y allions. Mais on n'entre pas dans une stratégie terroriste étatique comme ça par hasard. Là encore, il faut resituer ça dans l'histoire. Quand je vous renvoie aux commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, c'est parce que dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, j'insiste particulièrement sur un personnage passionnant qui est Louis Andrieux. Louis Andrieux, qui était donc préfet de police, et c'est le père, j'ai un trou de mémoire, c'est le père d'Aragon. Aragon avait un père, mais qu'il a mis du temps à découvrir, c'était Louis Andrieux, préfet de police de Paris. Donc, Louis Aragon, le poète staliniste de ces fameux textes « Aimons le GPU, aimons le GPU », avait pour père Louis Andrieux, préfet de police, responsable important de la franc-maçonnerie, et je pense que tous les auditeurs intéressés peuvent le faire. Ces mémoires sont disponibles en ligne directe sur Gallica. Donc, vous allez sur Gallica et vous avez un ouvrage merveilleux de Louis Andrieux qui s'appelle « Mémoires d'un préfet de police ». Et Louis Andrieux explique dans ses mémoires, on est dans les années 1880 quand il est préfet de police. Il y a donc à l'époque des modalités de contrôle beaucoup plus artisanales qu'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas les moyens informatiques, cybernétiques, qui permettent aujourd'hui de tout tracer. Et Andrieux, à l'époque, alors qu'on est très très loin des capacités du ministère de l'Intérieur d'aujourd'hui, dit « je contrôlais tout ». Il avait une mainmise totale sur les groupes anarchistes terroristes, et il dit d'ailleurs dans ses mémoires, comme je connaissais tout, j'avais directement un téléphone qui faisait fonctionner les réunions à ma préfecture. Donc, toute la problématique des attentats terroristes, telle qu'elle est positionnée par Louis Andrieux, grand ami de Clémenceau, consistait, pour casser la dynamique des luttes sociales, de l'époque qui était très, 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 très forte, à organiser systématiquement des attentats terroristes pour casser le développement de cette lutte de classe. Alors ça, c'est Louis Andrieux, vous le lisez sur Gallica, vous verrez, c'est passionnant. Mais nous savons, depuis la publication par Guy Debord des commentaires sur la société du spectacle, que le terrorisme est consubstantiel à l'appareil d'État, bon, ce que Marx a très bien montré, aussi bien dans les luttes de classe en France que dans la guerre civile en France, et que donc l'attentat, c'est pas simplement une décision policière, c'est quelque chose qui est immanent à la crise du capital, à la baisse du taux de profit, à la saturation des marchés. Et donc, comme c'est immanent à la problématique de la lutte de classe, l'affaire Aldo Moro, la stratégie de la tension, tout ce qui s'est positionné en Italie comme organisation terroriste étatique de longue durée pour casser la lutte de classe, ça a été quelque part un laboratoire qui aujourd'hui se répand, et de la même manière qu'on a des attentats dans la lutte intercapitaliste que se mènent les blocs ou les États, on a bien évidemment des attentats terroristes qui sont des attentats étatiques dans la lutte de classe que mène la classe capitaliste contre le prolétariat. Mais ça, bon, c'est pas une nouveauté. Toute l'histoire des groupes ouvriers radicaux a toujours été de dénoncer la manipulation étatique. Et d'ailleurs, quand il y avait Action Directe dans les années 80, vous aviez toute une série de couillons qui disaient « Ah, Action Directe, c'est bien, Action Directe, ils s'attaquent à l'État ». Sauf qu'on sait aujourd'hui, et on en a parlé à plusieurs reprises, aussi bien dans les ouvrages que je viens de citer, que dans toute une série de débats ou de communications,
on sait très bien qu'Action Directe, du début jusqu'à la fin, a été une métastase des services. Donc, dans ce registre-là, il faut bien comprendre le rôle pédagogique de l'attentat de Strasbourg. Le développement des Gilets jaunes épouse de manière tout à fait substantielle le développement dialectique tel qu'il est posé par Marx dans le Capital, dans les luttes de classe en France, tel que cela renvoie à la science de la logique de Hegel, la fameuse triade, les 3 temps. On a eu un premier temps qui a été le temps du surgissement. Et le temps du surgissement a été celui du mépris. Toutes les chaînes de télé, tous les appareillages d'État, toutes les cliques politiques regardaient cette masse de pauvres ploucs en gilets jaunes avec un mépris condescendant mais absolument incroyable, parce qu'on pensait que ça ne durerait pas. Bon, le problème c'est que derrière le gilet jaune, on a un retour de mai 68 sous une autre forme, dans des conditions différentes, dans des projections différenciées, dans des perspectives nouvelles. Mais c'est le retour de la lutte de classe. La lutte de classe de mai 68 a été écrasée dans l'esprit 68 de la novation marchande de la gauche et de l'extrême gauche de la marchandise. Et ça fait 50 ans qu'on vit le totalitarisme économique, industriel, bancaire et culturel de la marchandise gaucharde qui a écrasé les luttes de 68. Mais comme le dit Marx, comme le dit Bordiga, comme le dit Rosa Luxembourg, ce cycle, à un moment donné, il s'auto-invalide. Et les Gilets jaunes, c'est effectivement le retour de 68, mais avec une perspective bien plus radicale. Bien plus radicale, pourquoi? Parce qu'en 68, le mouvement était gangréné de toute une chapelle gauchiste, politique et syndicale qui tout de suite pesait. Le mouvement qui surgissait au chantier naval de Saint-Nazaire, le mouvement qui surgissait aux usines Renault, il était immédiatement cadenassé par les appareils de la gauche du capital, de l'extrême gauche du capital. Les menottes politiques et syndicales étaient là. Aujourd'hui, dans le grand mouvement d'éclatement de l'urbanisme du capital et de la géographie française, le mouvement n'est pas parti des entreprises. Il est parti, et c'est là où il faut comprendre ce que dit Marx dans les luttes de classe en France sur le diktat fiscal, il est parti du vivre éclaté des provinces à travers justement ces zones périphériques dont nous avons parlé dans le texte que nous avons fait sur les Gilets jaunes, c'est-à-dire que le prolétariat expulsé des villes et des banlieues par la dialectique de modernisation et de crise du capital s'est retrouvé dans ces vastes zones périurbaines où là, les Gilets jaunes ont surgi. Mais c'est un mouvement qui d'emblée sort de l'entreprise. C'est un mouvement qui d'emblée sort du cadenassage politique et syndical traditionnel, alors même que l'imaginaire politique et syndical qui existait en 68 a été totalement invalidé par la marche de l'histoire. Il n'y a plus de clownerie trotskiste, il n'y a plus de clownerie maoïste, il n'y a plus d'espérance de la gauche. Donc, le roi est nu. Le capital, aujourd'hui, il n'a plus de moyens. Il n'a plus de moyens pour écraser ce mouvement. Et on a vu Macron, de manière désespérée, en appeler aux corps intermédiaires, mais qui n'existent plus. Donc, étant donné qu'il n'y a plus de corps intermédiaires, et que les miettes qui ont été concédées ne pouvaient pas freiner le mouvement, comme le dit Debord et comme le dit Marx, et comme le dit George Orwell dans 84, les bombes que le gouvernement jetait étaient le seul moyen de réunifier la population éclatée. Donc le terrorisme n'est pas simplement une politique policière, c'est la politique de la crise du capital qui ne peut pas surmonter la politique de la gestion du capital, tant la crise du capital est gigantesque. Donc l'attentat a eu pour objectif de sidérer et de freiner. Il opère quelque part un changement de regard, mais comme il n'est pas suffisant, on voit là apparaître le RIC, le RIP, le constitutionnalisme réformiste, c'est-à-dire que tout se tient. Le temps 1 est le temps du surgissement et du mépris. Le temps 2 est le temps de la persistance, et donc de l'obligation de donner des miettes. Mais le temps 3 rend évident que les miettes ne sont pas suffisantes.